On est en 2012. Un jeune banquier d'affaires vient de réussir un coup qui va définir toute sa carrière. Mais derrière cette histoire de succès, il y a une énigme, une grosse énigme. Où sont passés les millions ? 9 milliards d'euros. C'est juste colossal. C'est le montant du rachat de la branche nutrition de Pfizer par Nestlé. Et au cœur de cette transaction historique, qui on trouve ? Un homme, Emmanuel Macron. À l'époque, il est banquier chez Rothschild, et ce deal, c'est ce qui va le propulser sur le devant de la scène. Juste avant de boucler l'affaire, il aurait dit à un proche « Si j'y arrive, je suis riche ». C'est en tout cas ce que rapportent les sources de l'enquête. Une petite phrase, mais qui en dit long sur les enjeux personnels, les vrais enjeux, derrière cette négociation de haut vol. Allez, on plonge dans cette histoire, parce qu'on a d'un côté un triomphe professionnel immense et de l'autre une déclaration de revenus qui pose question, qui semble vraiment modeste pour un tel exploit. Faut bien comprendre que ce n'était pas un deal comme les autres. Non. Pour lui, chez Rothschild, c'était la consécration, le Graal. Il a réussi un truc que beaucoup de monde pensait impossible. Et c'est là que le mystère commence vraiment. Le décalage entre l'ampleur de l'exploit et l'argent officiellement déclaré, c'est ça, la grande question qui a taraudé pas mal d'observateurs depuis des années. Ok, alors pour bien piger l'énigme financière, faut d'abord revenir sur la victoire en elle-même. Pourquoi est-ce que tout le monde a parlé de coup de maître à l'époque ? Alors, imaginez un combat de boxe. Dans un coin, le favori, le poids lourd, la banque Lazare. Et dans l'autre, l'outsider, celui sur qui personne ne paraît, Rothschild. Lazare avait toutes les cartes en main, les liens historiques avec Danone, un autre acheteur potentiel, et même avec Pfizer. Bref, Rothschild partait de très loin. Alors, comment la situation a été retournée ? Selon les sources, par une série de coups d'éclat. Macron a réussi à obtenir la confiance du grand patron de Nestlé, qui était pourtant réputé, disons, pas facile d'accès. Ensuite, il a activé son réseau pour atteindre directement le directeur juridique. Et le coup de grâce, en un seul week-end, il les persuade de rajouter 600 millions d'euros sur la table. Bim ! La concurrence était hors jeu. Bon, mais maintenant, parlons argent, le nerf de la guerre. Parce que c'est là que le puzzle devient vraiment complexe. Sur un deal de cette taille, combien ça rapporte concrètement à la banque et surtout à son principal artisan ? Dans le monde de la finance, les règles du jeu sont assez connues. Pour une opération de cette taille, la commission se situe en général entre 0,5 et 1,5%. Faites le calcul, ça veut dire que Rothschild aurait pu toucher entre 45 et 135 millions d'euros. Même en étant très prudent, un fiscaliste estime que la banque a dû toucher au minimum 30 millions d'euros. Et maintenant, le chiffre qui sème le trouble, le chiffre qui ne colle pas. Tenez-vous bien, c'est le montant total des bénéfices qu'Emmanuel Macron a déclaré pour toute l'année 2012. Le contraste avec les dizaines de millions d'euros perçus par la banque est saisissant. C'est l'expression qu'a utilisée un fiscaliste parisien cité dans l'enquête pour qualifier cette somme. Et c'est vrai que rapporté à une commission de 30 millions pour la banque, 720 000 euros, c'est peau de chagrin, des miettes. Et pourtant, ce même expert estime qu'une rémunération de 5 à 10 millions d'euros aurait été un minimum pour le principal architecte d'un tel deal. Alors, la question est simple, où est passée la différence ? Pour tenter d'expliquer cette contradiction, une source anonyme, mais décrite comme étant proche de la banque Rothschild, avance une théorie. Et cette explication nous emmène assez loin de la France. Voilà comment cette source qualifie la version officielle des revenus de Macron. D'après elle, dans les milieux d'affaires, personne n'a jamais été vraiment convaincu par les chiffres déclarés. L'explication serait ailleurs. Et la clé de cette théorie, elle tient en un mot, le trust. Alors un trust, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est un outil financier qui permet de confier la gestion de ses actifs à une entité tierce. Et le gros avantage, selon la source, c'est que lorsque ces trusts sont basés dans des paradis fiscaux, ils peuvent être anonymes. Le système présumé fonctionnerait donc comme ça. Seulement une petite partie, disons 20% de la rémunération, serait versée comme un salaire classique, en France. Et les 80% restants, le gros du gâteau, seraient placés dans ce trust offshore, à l'abri des regards et du fisc. Et attention, ce genre de système, ça ne sortirait pas de nulle part. L'enquête révèle que bien avant ça, dès 2005, des banques d'affaires comme Lazare auraient négocié des statuts fiscaux sur mesure avec Bercy. Ces accords, validés par ce qu'on appelle des rescrits fiscaux, permettraient en gros de ne pas fiscaliser en France une partie des revenus générés à l'étranger. Donc, on se retrouve avec une allégation très précise sur un système d'optimisation fiscale. Et en face de ça, un silence assourdissant de la part des principaux concernés. Pour résumer le mécanisme présumé, c'est simple. Étape 1. Le gros de l'argent part dans un trust à l'étranger. Étape 2. Tant qu'il y reste, légalement, il n'appartient pas vraiment aux bénéficiaires. Du coup, étape 3. Pas besoin de le déclarer au fisc en France, les fonds ne deviennent réels que le jour où le bénéficiaire décide de les récupérer.
C'est la conclusion de la source anonyme, une formule choc qui résume toute l'ambiguïté de la situation. Techniquement, la déclaration de patrimoine serait juste, mais elle omettrait une part substantielle de la réalité financière. Alors, évidemment, les journalistes ont posé ces questions très précises à la présidence de la République. La réponse obtenue est laconique et elle est assez révélatrice d'une fin de non-recevoir. On ne prend pas de message, un mur de silence. Au-delà de ce cas précis, cette histoire soulève une question beaucoup plus fondamentale sur la frontière entre la sphère privée et la responsabilité publique. Une question qui nous interroge sur ce qu'on est en droit d'attendre de celles et ceux qui nous gouvernent. La réflexion, elle, reste ouverte.